Je vais vous décrire les idées de Eliyahu Goldratt, l'auteur du but et de la théorie des contraintes. Mais justement, je vais essayer d'expliquer pourquoi, à mon sens, il est utile de faire la différence entre la théorie des contraintes, une des idées importantes de Eliyahu Goldratt, et quelque chose d'autre que j'appelle la pensée logique, également une des passions d'Eliyahu Goldratt. Donc, si je regarde la première partie de ces idées, la théorie des contraintes, elle consiste en quoi? Eh bien, c'est une idée à la base qui est que les capacités dans les organisations ne sont pas équitablement distribuées. Une ressource quelque part a tiré la courte paille et a moins de capacité que les autres. C'est donc elle qui est la contrainte du système. Il faut l'identifier et piloter la performance globale à partir de cette ressource-là. Et on a une logique duale, c'est-à-dire des règles différentes selon que ce soit une contrainte ou une non-contrainte, car justement, on ne va pas chercher à exploiter à fond localement des non-contraintes, sinon ça va péjorer la performance globale du système. Il y a donc quelque chose qui s'appelle les 5 Focusing Steps, ou les 5 étapes d'amélioration continue de la théorie des contraintes, pour lequel vous trouverez d'autres vidéos à ce sujet qui détaillent celle-ci, et elle cherche à identifier la contrainte, mieux l'utiliser jusqu'à ce qu'une autre apparaisse, etc. C'est un système itératif. Ensuite, dans cette théorie des contraintes, il y a quelque chose qui est caché, parce que pas dans le nom du tout, qui est la manière de gérer la variabilité et les incertitudes dans tout système, qui sont pourtant là et depuis le départ dans la théorie des contraintes. Et on parle d'instaurer et de gérer des buffers ou des tampons de protection qui peuvent avoir différents formats ou formes en temps, en capacité, en unité, etc. Et c'est tout à fait fondamental parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des systèmes extrêmement robustes qui sont construits. Et enfin, dernier élément aussi très important pour moi de la théorie des contraintes, c'est que on cherche à augmenter la performance d'un système sur le court et le moyen et long terme en augmentant les ventes plutôt qu'en réduisant les dépenses et les coûts. Et c'est en cela que je pense que le Lean et la théorie des contraintes sont très complémentaires l'un et l'autre parce qu'ils agissent sur des éléments différents de la performance globale. Voilà, je vais maintenant décrire les différents éléments de cette théorie des contraintes quand ils sont appliqués au projet, à la production, etc. Donc la théorie des contraintes, historiquement, a été appliquée dans un premier temps à la production, à l'usine, etc. Et c'est la partie la plus connue de la théorie des contraintes du fait du livre Le But, The Goal, qui est sous la forme de roman, un des livres les plus vendus au monde, bientôt 8 millions d'exemplaires, plus de 32 langues, etc., qui décrit comment on met en place la théorie des contraintes appliquée à une usine. Donc c'est bien sûr à base de l'importance des contraintes qu'on va focaliser les actions sur ces contraintes pour améliorer la performance du système. Et on a un système de pilotage du flux appelé DBR, Drum Buffer Rope, ou tambour tampon corde, qui est décrit dans le roman et qui permet d'obtenir la performance en fonction de ce constat d'existence de goulot. Il y a une autre variante qui s'appelle le Simplified Drum Buffer Rope, qui est apparu plus tard, qui est une variante de ce système. On met en place bien sûr les 5 Focusing Steps, ou les 5 étapes d'amélioration continue pour trouver la contrainte, l'améliorer, et ainsi de suite. Donc cette partie-là est celle qui est la plus connue de tout ce qui se passe dans la théorie des contraintes, parce que cet ovni littéraire qu'est Le But fait que beaucoup de gens savent qu'il y a cette partie-là. Mais un peu plus tard, quelques années plus tard, Eliyahu Goldratt s'est intéressé au monde des projets et a développé quelque chose qui s'appelle le management de projet par la chaîne critique, qui lui aussi est de plus en plus utilisé de par le monde, et part de l'idée que à nouveau, c'est la somme des optimums locaux n'est pas l'optimum global, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de protéger les tâches individuellement d'un projet. Il faut protéger le projet dans son ensemble et pas les tâches. Ça ne sert à rien si on protège les tâches. Et donc on a un gros buffer ou tampon qui protège l'exécution d'un projet de toutes les incertitudes qui sont très présentes, bien sûr, dans un monde de projet. Et on pilote l'exécution à travers une fever chart, personne n'a trouvé une traduction française de celle-ci, dans lequel on voit à quel point on consomme la protection tampon qu'on a mis en place ou pas, et c'est ainsi qu'on arrive à piloter et réagir dans l'exécution d'un projet. Il y a autre chose qui est qu'on va essayer d'éviter le mauvais multitâche, qui est très
fréquemment observé dans le monde des projets. Et on va réduire ou limiter la quantité de projets en cours simultanément dans un portefeuille de projets, parce que si on ne fait pas ça, on arrive à des très mauvaises performances, beaucoup de multitâches, manque de visibilité, et ainsi de suite. Donc pour trouver du flux dans un portefeuille de projets, on limite le nombre d'encours et bien sûr on trouve la contrainte de capacité dans le système, et c'est comme ça qu'on a la bonne performance. Le troisième élément est la supply chain, le pilotage de la supply chain, avec un cousin proche qui s'inspire beaucoup de la théorie des contraintes, qui s'appelle le DDMRP, Demand Driven MRP, Demand Driven Material Requirements Planning. Mais dans la théorie des contraintes, avant l'existence du DDMRP, il y avait quelque chose qui était basé sur le recomplètement périodique et à fréquence élevée des stocks dans une chaîne de distribution, avec des stocks plutôt centralisés que décentralisés, pour mutualiser les variabilités et des tampons dynamiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même système de protection entre la haute saison et la basse saison, par exemple. Un des points qui a été fortement développé dans le DDMRP, n'est-ce pas, où on a des buffers dynamiques qui s'adaptent en fonction de la situation. Voilà. Donc le troisième élément, c'est la théorie des contraintes appliquée au marketing et aux ventes. Une remarque que je trouve fascinante de Eliyahu Goldratt, qui est qu'avant de se plaindre de ne pas avoir assez de demandes pour ses produits, d'être en sous-charge, il faut peut-être se poser la question, est-ce que votre marketing et vos ventes sont à la hauteur? Est-ce que votre marketing est suffisamment puissant pour que les gens vous appellent pour acheter vos produits? Et effectivement, je trouve que dans nos expériences avec les entreprises en business to business, souvent, avant de se plaindre de ne pas avoir suffisamment de demandes, il faut voir si le marketing est à la hauteur. Bien. Donc, dans ce domaine-là, il y a quelque chose qu'on appelle l'offre mafieuse ou non refusable, unrefusable, qui est donc une offre très puissante que le marché va facilement accepter parce que très bien construite. Et le développement d'un decisive competitive edge, d'un avantage concurrentiel fort, qu'on va construire et entretenir, et d'autres éléments encore du genre, s'il y a une contrainte de capacité dans votre dispositif de vente, il est où? C'est quel sous-ensemble dans votre département des ventes qui est la contrainte de capacité, comment mieux l'exploiter, etc. Et des éléments sur les mix produits qui sont liés à l'élément suivant que je vais décrire sur le throughput accounting. Donc, le throughput accounting, cet élément-là a comme particularité d'être transverse. Il concerne à la fois de la production des projets et de la supply chain, puisque c'est comment on prend des décisions à base d'informations financières. Disons que c'est plutôt du contrôle de gestion, que d'ailleurs c'est dangereux, c'est dommage de l'avoir appelé throughput accounting ou système de comptabilité, car ce n'est pas de la comptabilité. C'est un système pour vous aider à prendre des décisions à base d'euros. On y trouve des indicateurs qui s'appellent le throughput, inventory and operating expense, 3 différents indicateurs qui sont en fin de compte des reformulations d'indicateurs financiers bien connus, mais qui sont faciles à comprendre et à décliner et à utiliser à tous les niveaux, qu'on soit un team leader dans une usine ou un vendeur ailleurs dans le système, pour essayer de maintenir autant que possible la cohérence entre sa décision locale et la performance sur l'ensemble du dispositif. Et enfin, il y a quelque chose de particulièrement important sur le mix produit, choisir ses produits selon la contribution au throughput d'un produit par rapport à un autre et la consommation qu'elle fait de la ressource critique, le constraint unit. Et je pourrais continuer là-dessus puisqu'il y a des choses qui s'appellent le dollar days et ainsi de suite. Donc ce pavé-là, throughput accounting, nom historique, throughput based decision making, un autre nom, et plus récemment encore throughput economics, excusez-moi, ça ne vient pas de moi, mais il y a plusieurs noms possibles pour cette partie-là des choses. Je terminerai avec un sujet qui est rarement présenté dans la théorie des contraintes, mais qui nous tient à cœur, la théorie des contraintes appliquée aux services, puisque par exemple, c'est le genre de choses que nous avons déployées dans les entreprises comme les restaurants McDonald's. Et la particularité ici, c'est toujours la même logique, n'est-ce pas? Mais c'est qu'on veut éviter d'avoir des contraintes de capacité structurelles hard, parce qu'une contrainte de capacité, ça génère tout de suite une file d'attente. La file d'attente, ça va faire attendre les clients, et sans attendre les clients, on va les perdre. Donc, il n'est pas question d'avoir une contrainte de capacité interne dans un restaurant, par exemple. Il faut avoir un excédent de capacité pour s'assurer que le client n'attende pas.
Et la théorie des contraintes existe quand même, puisque cette demande moyenne, elle est ce qu'elle est, mais il y aura toujours des pics de demande. Et lors de ces pics de demande, il y a bien trop de travail par rapport à la capacité installée, même si on en a mis un peu plus pour être en excellente capacité. Et à ce moment-là, il y a une contrainte qui apparaît momentanément, et c'est elle qu'on doit utiliser comme point de contrôle des flux pour maintenir le contrôle du système. Et ça, c'était un premier point. Le deuxième, c'est que dans ce monde des services, assez souvent, on est confronté à des situations où le service offert est un mélange de répétitivité et de personnalisation. Donc on est parfois à la frontière entre les solutions d'opération répétitive de production et de gestion de projet de chaîne critique. Je vais maintenant décrire l'autre élément des idées de Goldratt, la pensée logique, comme je l'ai appelé. Et dans ce domaine, probablement, c'est un point de vue assez personnel, car la plupart des gens intègrent ce que je vais vous dire dans la partie de théorie des contraintes. Moi, je l'ai mis à part parce que, tout simplement, il n'y a pas de contraintes dans ces idées, et je pense que ça prête à confusion que d'appeler tout ça de la théorie des contraintes, mais il y a des contraintes nulle part. Donc, cette pensée logique, très importante dans l'esprit de Eliyahu Goldratt, puisqu'une de ses passions, qu'il a beaucoup développé dans les dernières années de sa vie, c'était to teach the world to think, apprendre au monde à mieux réfléchir, en tout cas à réfléchir plus logiquement. Je vous rappelle que c'était un physicien qui aimait beaucoup le principe de logique. C'est appelé de deux manières différentes, soit les thinking processes, soit des logical thinking process, et je vais vous décrire les différents éléments qui entrent dans ce domaine. Vous m'excuserez par avance sur le fait que presque tout est en anglais et pas traduit, mais c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a encore peu de traductions acceptées en français des termes qui suivent. Donc on a, je commence, le goal tree ou l'arbre du but, qui est un élément clé qui est pour moi quelque chose de puissant puisqu'il permet de compléter ou de combler les lacunes de choses comme des vision statements, etc. C'est si le but de votre organisation, de votre entreprise est celui-ci, c'est quoi les conditions nécessaires pour l'atteindre, et tout ceci fait de manière extrêmement logique. C'est donc quelque chose qui permet d'aligner une organisation facilement sur comment atteindre son but. The Goal Tree est complété par The Current Reality Tree, qui est un système qui permet de décrire l'état des choses aujourd'hui. Le Future Reality Tree, à quoi je veux que le système ressemble dans le futur. Le Conflict Cloud, qui est un système qui permet de trouver des solutions gagnant-gagnant au conflit, plutôt que aller vers des compromis qui ne donneront pas des performances satisfaisantes. Et puis, les mêmes sujets peuvent aussi se retrouver sous un autre intitulé de Strategy and Tactics Trees. C'est la même idée. Il y a des boîtes pour atteindre telle boîte de stratégie, il faut mettre en œuvre telle et telle tactique, etc. C'est les mêmes idées que vous retrouvez dedans. Et vous trouvez également d'autres points de vue importants comme les Categories of Legitimate Reservation, qui sont tout simplement des règles préconisées par Eliyahu Goldratt pour être sûr qu'on est clair et logique dans son expression jusqu'à la construction même d'une phrase, pour être sûr que on reste très clair et logique dans ses expressions. Et je pourrais continuer dans ce domaine pendant longtemps car il y a beaucoup d'autres éléments. Je vais juste en citer quelques-uns des principaux. Les 6 piliers de la théorie des contraintes, qui sont Eliyahu Goldratt tenait beaucoup. La matrice du changement, ou Change Matrix, les 6 questions de technologie, le processus d'innovation, et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Si vous regardez nos autres vidéos, vous verrez qu'on a plein de vidéos sur les différents sujets de la théorie des contraintes. Bonne journée, merci.